Bienvenue à ce troisième webinaire de la série des webinaires de l'automne offert par l'Association pour la recherche qualitative. Donc, c'est une association québécoise qui promeut la recherche qualitative et qui tient plusieurs activités, dont celle des webinaires. Traditionnellement, c'était des ateliers offerts en présentiel, là, et puis on a fait basculer la formule à distance pendant la pandémie. Alors, ça nous a permis de rejoindre des gens d'un peu partout, donc ça me fait plaisir de vous accueillir d'où que vous soyez. Et comme je le disais, c'est le troisième webinaire de la série de cet automne axé sur l'ethnographie. Et ce troisième webinaire s'inscrit dans celui d'il y a 2 semaines, là, autour de l'écriture en ethnographie. Donc, je rappelle, mon nom est Annie Malo, je suis professeure à l'Université de Montréal et nous accueillons donc les présentateurs de ce troisième webinaire. Marjorie Vidal, qui est stagiaire postdoctorale au département d'éducation et de formation spécialisée à l'Université du Québec à Montréal, donc l'autre université francophone à Montréal, l'UQAM, et qui est chercheuse associée au laboratoire international sur l'inclusion scolaire. Et elle est co-directrice d'un groupe de recherche et de consultation éducation, formation, emploi. Donc, elle partage la thématique de l'inclusion scolaire avec le deuxième présentateur, Jean Orvet, qui est professeur au département d'éducation et de formation spécialisée aussi à l'UQAM, qui est membre du même laboratoire, si je ne me trompe pas, et qui s'intéresse aux pratiques inclusives et aussi aux questions de la participation sociale. Donc, aujourd'hui, ils vont nous entretenir sur le journal de bord, plus spécifiquement. Donc, le webinaire précédent, c'était sur l'écriture ethnographique de façon large, là, entre narration et généralisation. Et ce troisième webinaire nous fait entrer plus précisément là, au cœur de la collecte de données et donc du journal de bord comme outil de l'ethnographe. Alors, il me fait plaisir d'accueillir nos 2 présentateurs. Et qu'est-ce que j'ai à vous dire aussi? Donc, je pense qu'ils vont faire leur présentation, puis ensuite, on va avoir l'échange, mais ils vont vous interpeller. Donc, vous allez pouvoir faire vos commentaires dans l'onglet questions et réponses, mais attendez avec vos questions là, parce qu'ils vont vous interpeller là, pour faire des commentaires. Donc, pour ne pas intercaler les questions avec les réponses que vous pourrez faire, attendre vos questions là, plus à la fin de la présentation, mais peut-être qu'ils vont vous le rappeler eux-mêmes. Alors, à vous la parole, Marjorie et Jean. Merci Annie, merci pour cette présentation. Alors je crois qu'on devrait apparaître tous les deux, je crois, c'est ça? Ah bah voilà, formidable. Euh, je vais partager mon écran pour vous partager notre présentation, le petit support qu'on a prévu, mais vous en disposez aussi dans la discussion. Marjorie l'a déposé pour ceux qui souhaiteraient ensuite le regarder ou en même temps prendre des notes, etc. Alors voilà l'affaire. Je vous demande un petit instant. Voilà. Et normalement, nous y sommes. Donc voilà notre page de présentation qui est l'occasion un peu de vous préciser peut-être ce que l'on va tenter de réaliser avec vous ce midi. Je m'aperçois en lisant le titre Maîtriser l'écriture de journal de bord. Je trouve qu'on y va fort en parlant de maîtriser, mais en tout cas, c'est bien autour de cette thématique qu'on va réfléchir avec vous partager nos réflexions, notre expérience. Elle n'a pas vertu à être un modèle, mais simplement un objet avec lequel vous allez pouvoir continuer pour votre propre compte la réflexion. Euh, voilà pour l'essentiel. On a mis en sous-titre quelques ficelles hein, du métier de chercheur ethnographe, puisque c'est une formule qu'on utilise dans nos travaux, et l'un et l'autre. Je dois aussi vous préciser qu'on parle de journal de bord, journal de terrain, c'est une expression à peu près équivalente, carnet de bord, tout ça de manière un peu interchangeable. En tout cas, ce sont les notes que l'on prend lorsqu'on est en activité sur un terrain ou vraiment dans l'immédiate suite de ce qu'on y fait.
Marjorie, j'ai oublié des trucs, donc c'est à toi de compléter. Ben non, tu n'as rien oublié, Jean. Ah bon? Peut-être que que qu'on s'intéresse, pour faire un peu de lien entre nos deux parcours, qu'on s'intéresse particulièrement aux milieux qui sont dits comme marginalisés, en fait, qui sont vus comme marginalisés. Je vais peut-être te laisser parler de tes milieux, Jean, mais je dirais que moi, je travaille plus particulièrement dans les milieux alternatifs de scolarisation. Donc, ce sont des écoles de rue, des écoles de milieu, des associations de raccrochage scolaire qui accueillent des publics avec des problématiques particulières, en fait, que ce soit des problématiques d'apprentissage, des problèmes de santé mentale, de toxicomanie, de dépendance, parfois d'itinérance et de prostitution d'ailleurs. Et c'est ça, en fait, l'idée de nous réunir, je pense, Jean et moi, en fait, c'est de parler de l'ethnographie dans des milieux qui sont d'emblée peut-être pas des milieux faciles d'accès, ou du moins des milieux dans lesquels l'ethnographie permet justement un accès qui est plus difficile si on mobilise d'autres méthodes de collecte de données. Et pour ma part, donc je vais compléter sur le même registre. Pour ma part, je travaille beaucoup avec les organismes qui accueillent des personnes qui sont institutionnellement catégorisées comme vivant avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme. Et en particulier, je m'intéresse à tout ce qui concerne le désir d'apprendre, les façons d'aborder l'apprentissage de ces personnes et depuis quelques années, tout particulièrement à travers les activités artistiques, les activités créatives, les activités d'expression, dans une perspective qui consiste aussi à favoriser l'inclusion, on pourrait dire, la participation sociale la plus large de ces personnes, et essentiellement la reconnaissance publique de leur talent et de leur créativité, qui est toujours pour moi un sujet, un objet d'émerveillement. Et donc, c'est ça que je m'efforce de documenter et de faire connaître. Donc, je fréquente pour cela essentiellement différents organismes qui accueillent ces personnes et qui leur proposent des activités liées aux arts de la scène ou aux arts visuels, par exemple. On va avancer dans la projection pour vous dire quel est le sommaire auquel on vous invite. Donc c'est assez sibyllin, mais quelques préalables, les principaux problèmes qu'on peut rencontrer, la façon de se questionner quand on envisage l'écriture d'un journal de bord. Puis on essaiera de voir concrètement où, quand est-ce qu'on écrit. On tentera de faire une petite mise en pratique, brève certainement, mais au moins pour s'aiguiser un petit peu l'esprit sur ces questions, de façon aussi à regarder à travers l'invitation qu'on vous fait, les types de notes que l'on prend, et puis finalement se demander, mais au fond, pourquoi est-ce qu'on écrit, quel intérêt ça peut avoir pour alimenter une recherche. Donc il y aura, chemin faisant, comme Animalo vous l'a dit au départ, des questions auxquelles on vous invitera à répondre dans l'espace de discussion. Est-ce que pour le sommaire, c'est bon? J'ai rien oublié. Donc, on est sur une partie donc un peu de préalable, de questions à se poser. Pourquoi est-ce qu'on écrit et pourquoi vous-même, vous écrivez, j'imagine assez volontiers, même si on ne vous voit pas malheureusement, mais que vous avez des pratiques d'écriture. Donc, c'est une invitation à répondre dans la partie discussion. Pour spontanément, au fur et à mesure même de notre exposé, vous puissiez dire vous-même votre propre pratique d'écriture. Quand on se pose la question de pourquoi on écrit, il faut se poser la question du pourquoi, mais aussi la question du en vue de quoi, c'est-à-dire pour quoi, de façon un petit peu séparée, voyez. Ce qui signifie que lorsqu'on se met à cette pratique d'écriture, il faut avoir une intention d'écriture. Il faut se demander non seulement à quoi ça va servir, mais quel est le regard que l'on pose sur la situation. On s'aperçoit assez vite que, en tout cas de ma propre expérience, c'est une activité qui a de l'intérêt
tout particulièrement quand on est dans une situation où il se déroule une action, ou de l'action, une perspective dans laquelle quelque chose évolue. On voit sous ses yeux se dérouler quelque chose qui se développe, qui bouge et dont on voudrait ne pas perdre les éléments saillants, les éléments importants. Quelque chose qui évolue aussi bien pour soi-même que pour les personnes qui nous entourent et avec lesquelles finalement on se livre à une observation ou avec lesquelles on participe plus ou moins nettement à une action. Pour soi-même, on appellerait ça une perspective auto-ethnographique, c'est-à-dire se regarder soi-même en train d'éprouver des choses dans une situation vécue. En tout cas, on cherche à observer des choses en train de se vivre et d'en retenir, on pourrait dire, les pensées fugitives qui nous traversent l'esprit, hein, comme en permanence lorsqu'on est plongé dans l'action, mais qui sont déjà des premiers éléments de réflexion. C'est déjà une première opération finalement mentale à laquelle on se livre. On n'est pas juste on pourrait dire comme un bouchon qui flotte sur l'eau de l'événement, mais on a déjà le désir, dès lors qu'on saisit un crayon ou n'importe quel outil pour écrire, ça veut dire qu'on a déjà le désir de regarder les choses avec une intention. Et donc, c'est important d'être au clair sur cette intention. Et ça nous amène à une posture qu'on pourrait qualifier de subjective. C'est-à-dire, en tout cas, qui ne cherche pas à se défendre d'être neutre. On est en action, on est dans l'action. On a conscience d'être un agent, on pourrait dire, perturbateur. En tout cas, on n'est pas un fantôme dans la situation et on a déjà une posture pour l'interpréter. Donc ça veut dire aussi qu'il faut se demander quelle est notre relation et la qualité de la relation que l'on a avec les protagonistes de la situation. Quel est le degré de sympathie qu'on a pour les personnes et l'action qu'on observe. Est-ce qu'on est dans une situation sur laquelle on porte un regard critique, un regard positif, un regard interrogatif sur ces dimensions-là aussi, c'est important d'être au clair et de se demander finalement comment est-ce que je suis touché par ce qui se passe, comment est-ce que je suis touché par ce que font et par ce que disent les participants. Donc il y a d'emblée un effet de sélection, car dans une situation vécue, les choses vont beaucoup plus vite que ce que la main pourrait poser par écrit sur une feuille. Donc on ne peut pas tout saisir d'une situation. Imaginons qu'on soit 2 ou plusieurs personnes à prendre des notes, il est probable qu'on n'écrirait pas la même chose. Donc ça va poser la question de la qualité d'honnêteté, on pourrait dire, que l'on met dans l'observation et dans la prise de notes qui va avec. Ce qu'on cherche, ce ne sont pas finalement tant des réponses dans le moment où on prend ces notes-là, mais aussi d'accepter de se laisser questionner, de se laisser interroger par une situation. On a besoin d'être, on pourrait dire, dans une posture d'un certain étonnement. Pour mettre un peu la table de tout ce qui, en tout cas pour ma part, lorsque je le pratique, vient un peu en amont de la décision de dire je me munis d'un carnet, d'un stylo et je vais travailler de cette manière-là à recueillir des données qui sont tout ou partie des données qui vont constituer le matériau pour une recherche. J'ai mis un peu la table, mais je vais passer la parole à Marjorie pour un complément. Peut-être c'est ça, oui, pour faire du pouce sur cette posture de subjectivité dont j'en parle. J'irai plus loin en disant qu'il faut justement, dans l'ethnographie, écouter cette subjectivité et même en tenir compte, et j'y reviendrai un peu plus tard, mais il s'agit même dans une posture d'ethnographe d'exploiter cette subjectivité. Je dirais qu'en ethnographie, il faut être clairement à l'écoute de nos sentiments, de nos ressentis, de nos états émotionnels, de nos réactions, parce que ces réactions face
face à une situation sont jamais innocentes. Elles peuvent conduire à orienter le regard sur quelque chose en fait qu'on n'avait pas vu initialement. Donc, dans mon cas, et on va essayer de vous donner des exemples au fur et à mesure avec Jean. Donc, dans mon cas, je me rappelle très clairement m'être trouvée dans des observations, dans des situations de réel malaise entre, par exemple, je pense, un intervenant psychosocial et un élève issu de l'immigration. Et je me suis rendu compte a posteriori en fait, que ces situations m'ont permis d'orienter mon regard sur des dynamiques particulières en intervention interculturelle entre des groupes ethnoculturels en fait, au niveau de l'intervention. Donc, c'est en ce sens que ces états émotionnels, il faut garder en tête on les embrasse quelque part dans une posture d'ethnographie. Je pense que c'est le petit complément. Tu peux avancer, Jean, si tu es d'accord. Oui, juste un petit affaire technique, parce que tu parlais, je consultais la discussion et Q&R, et il faut peut-être qu'on s'ajuste. Est-ce que Animalo pourrait donner une consigne bien nette pour ceux qui hésitent sur l'endroit où il faut écrire et où ça peut être reçu? Oui, bien sûr. Alors, il faut écrire dans un webinaire. Donc, le chat, là, la discussion n'est pas ouverte. Donc, il faut écrire vos commentaires, vos réflexions dans l'onglet questions et réponses, Q et R. Donc, c'est là que les présentateurs vont voir aussi vos commentaires. Ah voilà, merci Annie pour ce soutien technique. Alors, donc, j'en étais à avancer dans la présentation. Il faut que je fasse comme ça. Voilà. Juste pour vérifier, il y avait dans la diapo une invitation à écrire pourquoi les participants écrivent. Est-ce que vous souhaitez qu'ils le fassent dès maintenant? Oui, ils peuvent le faire au fur et à mesure de la présentation, des idées qui leur viennent à l'esprit comme réponse à cette question, d'après leur propre expérience, leur propre pratique ou leur propre projet. Parfait. Projeté. Voilà, merci. Alors, donc, Yeah. je te laisse continuer. Merci. Donc, sur cette diapo, en fait, il s'agit en fait des principaux problèmes qui sont répertoriés dans la littérature scientifique et qui sont liés à la difficulté d'écrire ou qui peuvent provoquer du stress face à l'écriture dans le cadre d'un journal de bord. Donc, c'est un peu comme l'angoisse de la page blanche, en fait. Donc, ce sont les principaux problèmes qui sont répertoriés et par lesquels moi-même, je suis passée en essayant de manier le journal de bord. Donc, la première question, c'est avoir ou ne pas avoir un journal de bord. Donc, ça paraît un peu tautologique comme réflexion, surtout dans le cadre d'un atelier qui vient parler de l'écriture du journal de bord. Mais il y a certains auteurs qui se questionnent réellement sur la pertinence de la tenue d'un journal de bord. Par exemple, dans les cas où vous observez d'un point de vue extérieur à une situation, des situations sur lesquelles finalement vous n'intervenez pas. Donc, je pense par exemple à des observations dans le cadre d'un conseil d'administration au cours de laquelle la plupart des participants sont sur leur ordinateur. Je pense également à des rencontres sur Zoom. Donc, personnellement, quand je me trouve dans le cadre de ces rencontres, donc quand j'observe des comités d'administration où tout le monde est sur son ordi, en fait, je vais prendre d'entrée de jeu des notes directement sur mon ordinateur. D'ailleurs, ça passe mieux dans ces cas d'avoir un ordinateur que d'avoir un journal de bord. C'est dans le sens que finalement, c'est un peu les situations qui vont guider la tenue du journal de bord, mais Jean y reviendra un peu plus tard après. Donc, mais dans la plupart des situations en dehors donc, de ces situations d'observation très extérieures ou périphériques, les situations sont observées sans ordinateur finalement, d'où l'intérêt d'un journal de bord. Et en plus, je dirais que le journal de bord est d'une réelle utilité pour à la fois manipuler ces notes, en fait, se les approprier parce que ça matérialise en quelque sorte ces notes et aussi pour les relire fréquemment, donc pour faire du lien, pour faire du sens entre les pages qu'on lit, pour les lire de manière aléatoire et créer du sens un peu dans ces relectures qui font partie également de l'analyse dans le cadre d'une recherche qualitative. Donc, les relire fréquemment et ça commence déjà en fait l'analyse notamment en fait et j'y reviendrai un peu plus tard lors de la retranscription de ces notes à l'ordi. Donc, le deuxième point, c'est que l'écriture est difficile. Donc, toute la difficulté à écrire en journal de bord fait partie des principaux problèmes et des questionnements. Donc, on a tendance à voir l'écriture dans ce que je disais dans la littérature comme quelque chose d'inné, donc dans les problèmes qui ressortent. Donc, il y en aurait certains pour qui l'écriture, c'est facile, donc ceux qui ont le don de l'écriture. Et il y a moi qui ai des difficultés ou qui vit systématiquement l'angoisse de la page blanche.
et qui ai parfois envie de jeter mon journal de bord par la fenêtre et de tout arrêter parce que c'est compliqué d'écrire. Donc, sauf que je vous dirais qu'il faut garder en tête que c'est tout le monde qui bloque à un moment donné, en fait. Même les ethnographes les plus chevronnés, en fait, ceux et celles qui ont pris toute leur vie des notes de terrain depuis des années du moins, en fait, trouvent ça dur à un moment donné de prendre des notes ou d'écrire dans un journal de bord. Donc, je vous dirais que la solution face à ce deuxième problème, c'est d'accepter tout d'abord que l'écriture, c'est difficile, donc, et que ça ne repose pas sur nous, en fait, d'écrire ou de ne pas écrire bien, en fait, mais c'est que c'est un travail de longue haleine et qu'il faut toujours écrire, en fait. On ne naît pas écrivain, finalement, et c'est l'histoire de Flaubert, en fait, qui me vient en tête, dont l'écriture est proche finalement d'un compte-rendu ethnographique et qui passait, en fait, qui était considéré comme un véritable forçat de l'écriture et qui pouvait passer 12 heures par jour sur quelques pages d'écrits, en fait, de récits du moins. Donc, une autre solution, et c'est un peu en lien avec le petit 3 que vous avez sur la diapo, c'est d'arrêter de sacraliser les notes de terrain. Donc, les notes de terrain, c'est des notes à chaud. Il s'agit de ce qu'on écrit en fait de manière immédiate, soit sinon d'après ses souvenirs, quelques temps après, quand on n'est plus au cœur de l'action. Mais il y a parfois cette erreur d'accorder un statut pseudo-scientifique à ces notes, alors qu'il ne faut pas du tout accorder ce statut scientifique. C'est Sheryl Kleinman qui dit qu'on a intériorisé, en fait, c'est comme si on avait intériorisé les attentes du milieu académique, comme si on préparait nos notes pour être lues par quelqu'un d'autre. Donc, on bloque en quelque sorte parce qu'on accorde trop d'importance à nos notes. Donc, la solution ici, c'est de voir le journal de bord comme un brouillon, comme finalement un croquis, un ramassis de notes en fait qui sert à nous rafraîchir la mémoire afin de se rappeler ce qui a été important à un moment donné quand justement on a pris nos notes. Donc, il doit y avoir finalement derrière cette désacralisation, il doit y avoir une compréhension en fait que le journal de bord est très proche de l'oralité. Donc, c'est Malinowski qui disait qu'il fallait dépasser cette dichotomie oral-écrit et apprendre finalement donc à parler le journal de bord. Donc, il faut apprendre à penser plus en termes finalement de quantité, d'abondance des notes dans le journal de bord que de qualité. Donc, il faut apprendre le chaos en quelque sorte ou plutôt désapprendre l'ordre, la logique qu'on nous enseigne dans un milieu académique et universitaire, comme un article scientifique, c'est quelque chose de très construit, de bien fait, de finalisé. Les notes de bord, c'est l'opposé, c'est un joyeux bazar, pour le dire poliment. Même si ce joyeux bazar, et ça me permet de faire du lien avec le petit 4, en fait, peut avoir son lot de problèmes. Donc, et c'est le quatrième petit point au niveau du chaos du journal de bord. Donc, cette dualité des notes à mi-chemin entre l'oral et l'écrit peut se retrouver problématique au niveau de l'analyse. Donc, puisque dans notre journal de bord, on trouve pêle-mêle un agrégat de mots plus parlés qu'écrits qui sont souvent, comme le dirait Howard Baker, crachés. Donc, et on trouve dans notre journal de bord des inconsistances, des contradictions, des répétitions, des manques et beaucoup de fautes probablement. Mais tout cela pour dire en fait que le journal de bord ne doit rien avoir de linéaire, contrairement à ce qu'on apprend finalement dans le milieu académique. Donc ici, il n'y a pas grand-chose à faire, sinon accepter le nécessaire chaos du journal de bord, intégrer le chaos et finalement à pratiquer, je vous dirais, le renoncement dans la joie. Donc c'est lâcher prise et accepter de se laisser complètement immerger dans le milieu en fait sans prise en fait. Et c'est encore une fois Sheryl Kleinman qui va dire qu'on doit accepter de perdre le contrôle pour regagner du contrôle. Donc, c'est ce qui peut être difficile pour ceux et celles qui aiment être en contrôle. Et ça fait parfois un bon coup à l'ego, parce qu'à dire vrai, on ne contrôle pas grand-chose en fait dans le cadre d'une ethnographie. C'est le terrain souvent qui nous contrôle plus souvent dans un premier temps. Le petit 5, donc le choc de l'entrée sur le journal dans le terrain, en fait, c'est ce chaos du journal de bord, ça se ressent vraiment particulièrement dès le début de l'ethnographie, dans l'entrée sur le terrain qui est, je vous dirais, selon mon expérience, la partie la plus chaotique, donc où plusieurs peuvent avoir l'impression donc, de prendre soit trop de notes ou au contraire de ne pas assez en prendre et donc de passer à côté de l'essentiel, de passer à côté de quelque chose
d'important, ce qui est tout à fait compréhensible dans la démarche, donc, puisqu'il y a encore une fois quelque chose de totalement antinaturel qui va à l'encontre de ce qu'on apprend en milieu universitaire, alors qu'on nous demande en milieu académique de nous appuyer sur des écrits, sur des théories, sur des auteurs. Donc, d'avoir des jalons clairs, c'est tout à fait le contraire, encore une fois, dans le cadre de l'ethnographie et de la prise de notes du journal de bord. Donc, il n'y a pas beaucoup de solutions, je vous dirais. Donc, déjà, le fait de savoir qu'on va vivre du chaos, ça aide à mieux vivre le chaos. Si, c'est vrai, ça aide clairement à mieux le vivre. Et il faut se faire confiance et faire confiance au processus immersif. Je vous dirais, de l'ethnographie et de la prise de notes. Mais toutefois, donc, il y a des moyens un peu concrets pour amoindrir ce choc de l'entrée dans le terrain, donc comme je pense au fait de choisir un endroit plus ou moins familier, donc choisir un milieu avec lequel on est un peu familier, mais pas trop familier pour ne pas tout voir comme des routines qu'on a intériorisées. Donc, c'est difficile finalement de choisir un endroit comme son travail, où on a des habitudes en fait dont on se rend même plus compte en fait. Ensuite, je vous dirais qu'un autre moyen d'amoindrir ce choc de l'entrée, c'est d'avoir une idée de nos objets d'étude, donc de lire sur le sujet. Donc, moi, dans mon cas, par exemple, avant d'entrer dans les écoles des quartiers défavorisés dans lesquels j'ai beaucoup travaillé, donc j'ai lu beaucoup d'ethnographies sur le sujet, des ethnographies de Stéphane Beau, de Philippe Vienne, de Peter Woods. Donc, c'est-à-dire de lire et de se renseigner un peu sur le milieu dans lequel on va entrer. Et dans le cas d'approche peut-être plus déductive, se rattacher peut-être, ça pourrait être un autre des conseils, se rattacher à son cadre théorique ou tout du moins à ses grandes dimensions analytiques pour entrer en fait sur le terrain. Et peut-être, j'y pense, mais j'y reviendrai après, vous pouvez écrire aussi sur votre entrée du terrain, donc écrire sur les difficultés que vous avez vécues, sur votre ressenti, parce que ça aussi, ça fait partie du matériel du journal de bord que vous pouvez exploiter pour faire du lien sur la subjectivité dont parlaient les gens tout à l'heure. Et en fait, le dernier point, ne pas savoir comment s'y prendre, donc ne pas savoir où, quand et qu'est-ce qu'on écrit, donc que ce soit à cause de l'écriture, du manque de vocabulaire ou de la peur du terrain, en fait, du choc d'entrer sur le terrain. Donc ça tombe bien, en fait, c'est un peu le but de cette présentation, c'est de vous donner des ficelles sur le où et le quand on écrit, et vous permettre d'adopter finalement ces réflexions sur le où et le quand. Ça vous permet d'adopter une structure souple pour vous aider justement à apprivoiser, à domestiquer le terrain à travers l'écriture du journal de bord, parce que voilà, l'écriture du journal de bord, ça nous aide aussi à s'approprier le terrain, et ça nous aide également dans nos analyses finalement et dans nos futurs articles, parce qu'il faut faire également attention à l'opposé, en fait, ce que John Jackson appelle le syndrome Indiana Jones, donc le côté un peu franc-tireur non conformiste, le fait qu'on veuille tout faire à notre manière et de manière individuelle. Il y a quand même donc finalement des manières de s'y prendre pour prendre des notes, une réflexion à faire en amont en fait de l'entrée sur le terrain, sur le où et le quand, et c'est un peu là-dessus que porte la présentation qu'on est en train de vous faire finalement avec Jean. Donc j'ai pas mal, Jean, si tu veux faire rebondir là-dessus. Oui, c'est ça. Moi, ce que tu dis me fait penser que finalement, le journal de bord, il est un peu comme ce que disait Montaigne, il va comme la pensée à saut et à gambade, un peu dans différents ordres, on pourrait dire. Euh, je me dis aussi, il y a la question on pourrait penser que y aller par l'oral des enregistrements de notes audio, qui ne sont pas exclus, ça pourrait être plus simple. Après, quand on est un peu réaliste, on s'aperçoit vite que c'est très long à traiter, beaucoup plus long que un écrit qui, lui, finalement, est assez économique au point de vue du Ouais. temps. Donc, c'est pas inintéressant non plus de le voir comme ça. En tout cas, il y a peut-être aussi une des difficultés qui est le fait que d'écrire pour soi, c'est un peu un paradoxe. Il y a une espèce il m'a semblé, en tout cas, moi, ressentir qu'il fallait vaincre ce paradoxe qui surgit en soi en se disant, ben, il faut vaincre l'idée qu'on sait ce qu'on pense. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait besoin de l'écrire, hein? Et ça n'est qu'après l'avoir pensé, avoir s'être dispensé, on pourrait dire, d'écrire, qu'on s'aperçoit après 2 nuits passées suite à un événement, ben, on se rappelle pas de grand-chose finalement, et qu'on aurait été bien inspiré de prendre un papier, un crayon et de prendre au moins quelques notes
qu'elles soient volumineuses, nombreuses ou pas. Voilà. Alors il y a cette espèce de petit effort à faire. Moi j'ai eu le sentiment en tout cas de rencontrer ça, de se dire ben finalement ça vaut la peine, quoi. L'autre chose aussi que Marjorie évoquait, c'est la question de l'entrée sur le terrain, peut-être la personne qu'on vient incarner dans le jeu social lorsqu'on est en situation de recherche et qu'on a en main vraisemblablement un objet qui sert à prendre des notes. Alors ça peut être en effet un ordinateur, mais le plus souvent quand même c'est plutôt un petit carnet et un crayon. Ça intrigue beaucoup les personnes avec lesquelles on se trouve réunis, en particulier dans certains milieux, ceux auxquels nous, l'un et l'autre, nous pensons. Ce sont des milieux dans lesquels finalement l'écrit n'a pas toujours une place, comme on pourrait dire, valorisée ou facile d'accès, hein. Alors c'est un peu inhabituel, c'est un peu intriguant au cœur de l'action, et ça m'a donné à penser à une petite anecdote d'un participant dans un des organismes donc, qui accueille des personnes qui sont catégorisées comme vivant avec une déficience intellectuelle, qui, après que j'ai eu quand même présenté, bien évidemment, mon projet et les raisons de ma venue, à cette époque-là, on ne se connaissait pas encore énormément. Les activités commencent, je commence à sortir mon carnet, à noter des choses, et puis ce jeune homme vient vers moi, puis il me dit, on dirait que tu es un journaliste. Et c'était une invitation, j'ai compris ça comme ça en tout cas, et ça m'est arrivé à plusieurs reprises, à justifier quand même ce que j'étais en train de faire. Pourquoi je note, pourquoi ça a de l'importance, alors que je le fais, on pourrait dire, sous le regard de personnes qui sont peu familières de l'écrit. Alors, ma réponse a été, ben, oui, je note des choses, surtout parce qu'ici, il se passe des choses vraiment importantes, et que j'ai envie de m'en souvenir pour y réfléchir et pour ne pas les oublier. Alors, il arrive parfois qu'une personne se montre un peu plus curieuse encore et se penche vers le carnet pour voir un petit peu ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dessus. Et ça, moi j'ai vraiment pris l'habitude, en tout cas surtout dans les milieux que je connais bien, de le donner volontiers euh, aux personnes qui sont toujours un peu curieuses de feuilleter ces gribouillis. Vu mon écriture, c'est assez vite décourageant, mais ça a le mérite de désacraliser l'objet. Parfois, ça fait rire ou sourire quand la personne reconnaît son nom ou croit reconnaître son nom écrit dessus, ce qui me permet aussi, évidemment, de lui livrer minimalement ce que j'ai noté, si ça la concerne vraiment. Puis au fond, je me suis aperçu qu'en tout cas pour ce public-là, je lis souvent quelque chose un peu de l'ordre de la fierté dans leurs yeux. Ce qu'on fait, c'est vraiment si important à tes yeux que tu prennes le temps de le noter, hein. Ce sont des choses qui sont pas forcément dites dans ces termes, mais qui sont exprimées. Et puis, il arrive aussi souvent que je m'en resserre, on pourrait dire, dans une posture de participant à l'action, parce qu'on peut noter des choses et puis en même temps ne pas être totalement en extériorité par rapport à ce qui se passe. Je pense par exemple à des séances dites d'alphabétisation auxquelles je participe. Et ça permet aussi, comme participant, d'intervenir pour rappeler quelque chose au groupe, d'être en quelque sorte le mémorialiste un petit peu de ce qui s'est passé dans le groupe. Donc, et puis c'est une réflexion que tout à l'heure je prolongerai celle-ci. Donc voilà un petit peu les éléments ce début de présentation. Je crois que c'est à moi de continuer d'ailleurs. Je pense que c'est à toi. Bon. Alors peut-être où est-ce qu'on écrit en fonction il y a des choix à faire en fonction du milieu, hein. Donc ça demande de se poser la question. Avant, il faut un petit peu, on pourrait dire, rêver, imaginer la situation dans laquelle on va se trouver, comment on va se manifester aux personnes avec lesquelles on va se retrouver en situation de recherche, de rapport, etc. En général, ça dépend certainement beaucoup du milieu et de la connaissance qu'on en a, puis des situations qui émergent, hein. Donc ce sont souvent ces situations-là qui nous imposent de déterminer où et quand on va écrire. Mais il faut penser aussi à une chose, c'est que le fait de ne pas écrire, d'annoncer à des personnes, de convenir avec elles qu'on va être présent dans une activité et l'observer, le fait de ne pas écrire, ça peut être aussi inquiétant que le fait d'écrire pour certains.
Donc, il faut se poser la question, est-ce que c'est judicieux? Pourquoi? Peut-être que parfois, il y a des petites conversations qu'on peut avoir avec les personnes avant même de commencer cette activité d'écriture pour essayer de comprendre quel est pour elles leur rapport à l'écrit, la perception qu'elles en ont. Donc, selon les terrains sur lesquels on se rend, il faut bien être conscient chez les personnes, il y a différents types de rapports à l'écrit. Techniquement, on va pouvoir aussi utiliser différents supports. Les personnes aiment bien avoir un peu l'habitude de considérer que ça, c'est son carnet. Hein. Quand on revient régulièrement dans un milieu, il y a quelque chose qui est un peu, je ne dis pas un fétichisme de l'objet, il ne faut pas le fétichiser, mais en tout cas une reconnaissance de cet objet propre à cette activité-là et qui la distingue de tout autre support. Mais parfois, il faut savoir se saisir d'un papier volant parce que tout d'un coup, c'est nécessaire de poser quelque chose par écrit. Ça peut s'associer aussi à d'autres types de documents, hein, des articles, des photographies. On peut pouvoir aussi dedans ajouter des petits post-it sur lesquels on va avoir ajouté quelque chose. Il y a tout un travail évidemment en général de transcription et de remise au propre, si on peut dire, sur un ordinateur, si on n'a pas noté directement sur l'ordinateur. Et puis, on peut aussi penser à des mémos audio, c'est pas exclu. Après ça, il faut penser aussi au temps nécessaire pour les traiter. Voilà un petit peu en tout cas pour ma part, les questions que je suis amené à me poser dans ce genre de situation. Marjorie, je te laisse peut-être continuer sur les différents types de notes. Oui, c'est ça, mais c'est intéressant de faire le parallèle avec ce que vit Jean avec son terrain et en fait ce que je vis par rapport à mon terrain, au rapport à l'écrit, pour faire du lien sur ce que tu disais, Jean, en fait, que ça doit être adapté aux situations. En fait, dans mon cas d'intervention, donc les milieux dans lesquels j'interviens au niveau ethnographique sont souvent des milieux qui sont rétifs à l'écriture. Donc, les jeunes, notamment auprès desquels j'interviens, c'est des jeunes qui sont souvent en échec scolaire, qui rejettent tous finalement ce que l'écrit peut représenter pour eux. Donc, l'écrit, moi, j'ai appris à le mettre, peut-être le garder de côté, le mettre à développer des stratégies d'écriture qui ne les dérangent pas, en fait, et qui ne dérangent pas non plus mon intervention auprès de ces jeunes. Donc, c'est ça, en fait. J'ai développé une routine, une petite systématie, parce qu'en fait, moi les jeunes disaient à Jean qu'ils prenaient pour un journaliste. Moi, dans le cadre de mon ethnographie, on me prend pour une espionne, en fait. Moi, on m'appelait Snowden dans certains milieux dans lesquels j'intervenais. Donc, c'est pour ça, le rapport n'est pas le même. Donc, dans le cadre de cette systématie dont je vous parlais, en fait, j'ai développé en fait une espèce de stratégie pour la prise de notes. Donc, quand j'observe, par exemple, dans une maison des jeunes, quand j'observe dans un couloir ou dans une salle de jeu, donc moi, je vais prendre des notes et c'est un peu ce que je vous ai mis sur la diapo à droite, donc des notes mentales. Donc, on appelle aussi des head notes en anglais, en fait. Donc, c'est des mots spécifiques qui vont me permettre finalement de me rappeler une situation. Donc, ça m'est déjà arrivé, par exemple, d'assister à une jeune qui a fait une overdose dans une maison des jeunes. Donc, c'est complexe de sortir dans ce moment-là. Le carnet, c'est complètement inapproprié de sortir son journal de bord. Donc, ou, par exemple, dans le cadre d'une dispute assez violente entre un intervenant et un jeune qui avait de la difficulté à répondre avec l'ordre, je dirais, en fait, avec les ordres de manière générale. Donc, je vais me rappeler un mot dans ma tête comme le mot dispute et certains détails, en fait, comme la cause de la dispute. Et suite à ces notes mentales, donc, dès que je peux, je vais retranscrire ces notes mentales en notes rapides. Donc, des notes rapides, on parle de scratch notes en anglais. En fait, c'est des petits bouts de phrases qui sont prises un peu à la volée, finalement, et qui vont immédiatement après l'observation me permettre de me remémorer la situation de manière rapide, en fait, de me remémorer, ou des phrases, peut-être aussi des phrases qui ont été dites. Donc, le scratch note, c'est l'occasion, en fait, de noter ces phrases qui ont été dites, dont on veut se rappeler, en fait, d'une certaine manière, le plus près de la réalité, le plus près de la réalité possible. Donc moi, j'ai toujours avec moi, quand je suis en observation, un petit papier
et un petit crayon en fait dans la poche de mon pantalon. Donc, je vais souvent aux toilettes retranscrire en fait mes notes mentales. Donc, des notes mentales, c'est celles, donc encore une fois, dans la situation que je vais retranscrire rapidement sur un papier. Donc, c'est notes rapides. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas la seule en fait. Beaucoup d'ethnographes finalement allaient souvent aux toilettes. Donc, j'avais lu Édouard Norbert qui en parlait en fait justement, qui faisait ça aussi, d'aller aux toilettes pour retranscrire ces notes rapides. Et ensuite, donc, dès que j'ai finalement un peu de temps, je retranscris dans mon journal de bord. Donc, mes notes rapides, je les retranscris en notes de terrain descriptives. C'est des notes donc là qui vont être plus élaborées, qui vont donner des détails des situations. C'est les notes du journal de bord, donc qui vont donner des configurations, des détails sur les interactions, des faits concrets, des gestes observés. Et finalement, les notes complètes retranscrites sur la diapo, donc c'est les notes qui sont retranscrites du journal de bord à l'ordinateur. Donc, c'est des notes de terrain descriptives, donc traditionnelles dans le journal de bord, auxquelles on ajoute souvent des notes méthodologiques, des notes analytiques, interprétatives. Donc, les ethnographes suggèrent souvent d'intégrer ces notes aux notes de terrain tout en les distinguant. Donc, moi, par exemple, quand je retranscris mon journal de bord, je vais donner une couleur différente à mes notes, donc mes notes descriptives, mes notes donc, du journal de bord et mes notes méthodologiques et interprétatives analytiques. Donc, chaque soir, moi, dans ma routine, je retranscris mes notes du journal de bord quand je fais des observations à l'ordinateur, en fait. Certains, je précise ça parce que certains ne retranscrivent pas leurs notes du journal de bord, mais personnellement, je trouve ça très aidant pour la suite, à la fois au niveau de l'analyse, parce que cette retranscription favorise finalement l'analyse, et à la fois si vous utilisez des logiciels comme NVivo ou ne serait-ce en fait que pour anticiper l'écriture d'articles, en fait, donc les notes seront déjà retranscrites pour éventuellement de futurs articles scientifiques. C'est tout, je pense, que j'avais en tête. Oui, moi je vais juste compléter avec deux petites choses. D'abord, faire remarquer que dans le Q&R, là, il y a un certain nombre d'entre vous qui ont déjà apporté des réponses et que j'ai parcouru rapidement, mais que je trouve fort intéressant. Donc, j'invite ceux qui n'ont pas encore eu l'occasion de s'exprimer à ne pas manquer l'occasion de le faire. Et puis, sans rapport avec ça, sur ce que dit Marjorie, à propos des notes rapides, moi, j'accorde beaucoup d'importance au fait que ce soit des notes qui s'attachent à la saisie de la parole, mais j'allais dire de la parole, de la formulation des personnes. Je pense qu'en particulier, lorsqu'on a affaire à des personnes qui sont peu à l'aise, même avec l'expression orale et avec le maniement de concepts, qu'on peut assez facilement finalement résumer, transcrire un petit peu autrement que ça n'a été dit. Il se trouve que chez les personnes que je fréquente, il y a souvent des formules, on pourrait dire, très heureuses et très poétiques, même d'une certaine façon, à travers lesquelles elles expriment leurs pensées, et que ça a une très grande valeur, à mes yeux, de pouvoir retenir la formule telle qu'elle a été dite. Et ce n'est qu'ensuite, en reprenant ces notes-là, qu'à ce moment-là, je vais prendre le temps de pouvoir, on pourrait dire, les contextualiser, parce que ça, c'est plus facile de s'en souvenir un petit peu plus en différé. Mais la formule dite, ça, c'est quelque chose, en tout cas, je dois avoir peut-être la mémoire un peu fragile, mais je serais dans l'incapacité de me souvenir de plusieurs formules telles qu'elles ont été dites par les personnes sur le moment. Voilà. Je vais passer à la suite, et c'est toi, Marjorie, qui continue là-dessus. Mais quand est-ce qu'on écrit? Le quand, c'est finalement un peu comme le où dont parlait Jean, en fait. Comme Jean l'a dit tout à l'heure, en fait, on écrit en fonction du milieu, en fonction des personnes, en fonction des situations, mais aussi en fonction finalement de sa posture d'observateur, d'où l'intérêt de réfléchir un peu à celle-ci avant l'entrée sur le terrain, qui va faciliter finalement la prise de notes. Donc, je vous ai mis plusieurs postures d'observation, et c'est Adler et Adler donc, qui vont dégager plusieurs de ces postures. Donc, depuis des postures d'observation masquée, donc cachées un peu à la James Bond finalement, où on
ne révèle pas qu'on fait une vraie ethnographie. Donc, c'est des ethnographes qui, par exemple, se font passer pour des itinérants, pour un SDF, pour comprendre comment vivent réellement les itinérants et les SDF. Donc, un autre qui est devenu gourou d'une secte, un autre qui est devenu boxeur, une autre qui est devenue dame pipi, en fait. C'est l'idée d'observer le terrain sans le perturber, donc faire partie soi-même complètement du milieu. Donc, dans le cadre de l'observation masquée, bien entendu, donc on ne peut pas écrire quand on veut. Il faut donc mobiliser encore une fois les stratégies mentales dont vous parlez tout à l'heure avec Jean. Donc, note mentale, note rapide, note descriptive et note complète, pardon. Mais je préciserai qu'il faut savoir que les observations masquées sont de moins en moins acceptées au regard des règles d'éthique. Donc, tout le monde adopte des postures d'observation plus ouvertes dans le sens où on doit savoir que vous êtes le chercheur, en fait, dans le milieu dans lequel vous intervenez dans le cadre de votre ethnographie. Donc ensuite, des postures d'observation donc plus ou moins participantes en fonction du degré d'implication dans l'action. Dans l'observation non participante, tout d'abord, vous êtes en dehors de l'action, donc vous ne prenez part à aucune action. Vous observez de loin des interactions entre, par exemple, un enseignant et un élève sans y prendre part. Donc, c'est l'observation, comme je vous disais tout à l'heure, en fait, d'une rencontre, d'un conseil d'administration. Vous pouvez prendre des notes comme bon vous semble, en fait, sans avoir peur de perturber l'action, puisque c'est plus facile de tenir un journal de bord, en fait, dans le cadre de l'observation non participante. Encore une fois, dans mon cas, c'est plus difficile parce que même quand j'observe de l'extérieur les jeunes, en fait, ils ne comprennent pas, en fait, ce que je vous disais tout à l'heure, de par leur rapport à l'écrit et à la fois le fait qu'ils pensent que je les espionne, en fait. Donc, c'est dans le cadre de mon terrain, c'est pas toujours préconisé. Ensuite, dans l'observation participante, donc vous participez à l'action à divers degrés. Donc, depuis l'observation participante périphérique, donc vous êtes dans l'action, mais un peu en périphérie de l'action. Donc, même si vous jouez un rôle, votre rôle fait en sorte que vous n'intervenez pas directement dans l'action. Donc, je pense, par exemple, à surveiller un couloir, participer à une formation, un atelier, une présentation sans être forcément actif dans cette formation ou dans cette présentation. Donc, depuis l'observation périphérique vers des postures d'observation finalement plus actives ou plus complètes. Donc, là, vous êtes réellement dans l'action. En fait, l'observation complète, c'est la plus impliquante. En fait, c'est quand vous vous entretenez directement avec un élève, avec un enseignant. Donc, c'est difficile de prendre des notes et de participer à l'action. Donc, il faut garder en tête, encore une fois, que vos postures d'observation dépendent en fait du milieu et que de ces postures d'observation vont dépendre le rapport que vous avez en fait avec votre journal de bord. Et enfin, je vous ai mis, donc c'est ça, l'observation participante par opportunité, donc l'observation participante complète par opportunité, où l'idée, en fait, c'est d'exploiter l'opportunité, donc l'occasion qui se présente en misant sur le statut que vous avez déjà acquis dans la situation. Donc, dans mon cas, je dirais qu'il s'agit davantage d'une observation par opportunité qui est finalement négociée avec le terrain. Donc, ce sont souvent les circonstances finalement qui vont dicter en quelque sorte ma posture. Donc, s'il y a des besoins de faire de la surveillance, je vais faire de la surveillance dans les couloirs. S'il y a besoin de participer à un comité, je vais aider dans la participation au comité. Ou ça m'est déjà arrivé de tenir l'accueil d'une école du milieu pendant un certain moment parce qu'il manquait de personnes à l'accueil. Donc, c'est finalement clairement le milieu, la situation qui va dicter dans ces cas-là, en fait, ma posture d'observation. Voilà, je pense que Jean, j'avais vu que tu avais des petites choses à rajouter là-dessus. Oui, oui, tout à fait, volontiers. C'est ça. Par exemple, dans les situations qui sont celles que je vous fréquente le plus couramment, je me situerai assez volontiers dans l'observation active. C'est difficile, par exemple, dans le milieu ou dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu scolaire, on peut difficilement imaginer d'être la personne enseignante et qui en plus simultanément prendrait des notes, parce que là il y aurait vraiment un besoin d'être très partagé mentalement entre les deux activités, mais en participation voilà, périphérique, voire active, c'est aussi ce qui permet assez rapidement de justifier sa présence, d'être voilà, d'être bien
facilement accepté, en tout cas dans les milieux dans lesquels je vais. Mais tout ça, c'est vrai qu'on l'a noté là, en bas à droite de la diapo, ça soulève quand même des enjeux éthiques. Il faut toujours se demander si on est respectueux des personnes qui on observe, d'une certaine manière, à qui est-ce qu'on rend service en opérant de la sorte. Et puis, comment on leur en rend compte? Qu'est-ce qu'on va être prêt ensuite à leur livrer? Et avec des populations, on pourrait dire, entre guillemets, vulnérables, c'est une question qu'il faut vraiment envisager avec circonspection. Je me suis rendu compte, chemin faisant, que par exemple, les formulaires éthiques, même que l'on utilise, sont difficilement accessibles, compréhensibles à certains participants. Hein. Ce qui, d'une certaine manière, veut dire que les comités d'éthique, en utilisant ces documents-là, sont peut-être pas si éthiques que ça, parce qu'ils ils s'adressent à des personnes qui ont censément le même niveau de culture et de compréhension des situations que les comités éthiques eux-mêmes. Donc il y a besoin quand même de s'interroger là-dessus. euh, et puis au fond, la question de la confiance entre les personnes est aussi du coup une question importante. Il ne suffit pas de s'être paré d'un formulaire de consentement éthique pour être sûr d'être vraiment dans une posture éthique de respect des personnes. Alors, ça nécessite d'être le plus clair, le plus transparent possible, de montrer aux personnes finalement qu'on ne note pas seulement à son propre profit, mais que c'est un profit pour le groupe. En tout cas, c'est la manière dont j'opère et je trouve que c'est ce qui me permet d'être à l'aise. Parce que sinon, je trouve qu'on peut assez vite être dans des situations un peu inconfortables. Et pour cela, ben, comme je l'avais un petit peu évoqué précédemment, on se trouve à être un petit peu la mémoire du groupe. Et il arrive même fréquemment que finalement les personnes, les participants viennent s'y référer. Hein. Et puis on peut même aller plus loin. Et je trouve que c'est intéressant aussi de créer des occasions d'associer les participants à la vérification de la fiabilité de ce qu'on a noté. Alors il y a une manière assez directe, très simple. Est-ce que c'est bien ça que tu as voulu dire? Ou est-ce que c'est bien ça que tu as voulu faire, ou que vous avez voulu dire ou faire? Mais aussi ultérieurement, plus tard, ce sont des notes qui peuvent servir aussi à associer le groupe à une phase d'analyse. Hein. Voilà ce que j'avais noté. Ben, comment est-ce que vous faites du lien avec d'autres moments? Est-ce qu'on a déjà vécu ça à d'autres moments? Est-ce qu'on a déjà partagé ça à d'autres moments? Donc on peut aller jusqu'à les associer, hein, dans une recherche plutôt de type collaborative, associer les participants à une partie, en tout cas, de l'analyse, voir un peu comment, c'était d'ailleurs très intéressant de voir comment les personnes interprètent, font du lien entre les choses, et puis on peut aller, en tout cas moi j'ai eu l'occasion de le pratiquer, et j'avais vraiment trouvé ça très intéressant, on peut aller jusqu'à produire ensemble, sur cette base-là, une communication. Hein. Dans le groupe là, dit d'alphabétisation, qui est un groupe, on pourrait dire, qui permet de fréquenter la littératie globalement aux personnes qui ont une déficience intellectuelle, dans des organismes dans lesquels je me rends assez souvent, et donc que j'accompagne depuis plusieurs années. Ben, c'est sur la base de ces notes et d'une réflexion qu'on a pu partager ensemble, qu'on a pu réaliser une intervention dans le cadre d'une université d'été sur la déficience intellectuelle à l'UQTR, il y a quelques années de ça. Donc ça a été très intéressant de sélectionner, on pourrait dire, avec les participants ce qu'ils avaient envie de dire. Donc voilà un petit peu jusqu'où ça peut nous conduire, à la fois dans la réflexion éthique, et puis en même temps comment finalement, selon sans doute les milieux et les participants, mais on peut aussi penser que c'est un objet, un travail qui peut d'une part leur servir et dont on peut aussi se servir ensemble pour produire de la connaissance, pour produire une réflexion à tout le moins, et qui soit ensuite partageable.
Voilà, peut-être Marjorie, tu voulais ajouter des choses sur la question éthique aussi. Juste, mais c'est ça l'intérêt aussi, moi, enfin, dans le cadre de mes interventions ethnographiques, c'est souvent au niveau du formulaire éthique, ce que je fais des approbations orales parce que je me suis déjà retrouvée dans des situations où personne n'avait signé les questionnaires éthiques, les formulaires éthiques. Souvent, donc, quand je travaille avec des mineurs, c'est les parents qui doivent signer les formulaires éthiques. Et les parents ne comprennent pas du tout, en fait, souvent. Donc, quand c'est des parents, justement, qui ne parlent peu français ou pas le français, ou même, en fait, il y a quelque chose un aspect un peu formel qui peut être un peu rédhibitoire au niveau des formulaires éthiques. Et au fur et à mesure, et ça a été accepté souvent par les comités éthiques universitaires, donc, c'est de faire valider par téléphone les parents avec soit un interprète, soit l'élève qui traduit pour le parent et un témoin qui vient, qui est là et qui connaît la famille ou un agent de liaison, souvent dans les écoles. Donc, c'est l'idée de traduire dans le langage compréhensible pour la personne, en fait, ce questionnaire éthique pour lui faire comprendre, en fait, les tenants et les aboutissants de la recherche. Et moi, de plus en plus, donc, c'est des validations qui se font sur le mode oral. Donc, une validation plus orale qu'écrite. Donc, c'est bon pour ça. Est-ce que la vidéo... Alors, je vais jeter, pendant que tu parlais, un petit coup d'œil encore au partage là, que nous font les participants. Il y a des choses vraiment très intéressantes. Merci beaucoup, ceux qui nous partagent les choses. Il y a aussi des réflexions, peut-être qu'on aura l'occasion de vous reproposer en fin de parcours, des réflexions, des objections, des choses qui sont tout à fait intéressantes. Dans la phase suivante, on voudrait vous proposer de nous mettre concrètement en action à partir d'une vidéo prise dans une situation. Alors c'est une vidéo qui nous a été très aimablement prêtée par les services de Radio-Canada, n'est-ce pas? Donc une vidéo qui a été tournée pendant quelques minutes dans les couloirs de l'UQAM. J'imagine que c'était un plan de coupe peut-être pour un reportage ou quelque chose comme ça. Et donc, on vous propose de de regarder ce qui s'y passe, peut-être en choisissant aussi d'adopter un point de vue. Vous pourriez vous imaginer être chercheur ou chercheuse sur des questions d'architecture et d'aménagement, peut-être en sociologue de la jeunesse, peut-être en recherche sur le monde étudiant et son mode de vie, on pourrait dire. Hein. On pourrait aussi envisager les choses sous l'angle du design de mode, sous l'angle de la motricité, des déplacements. Voilà, que sais-je. Il y a peut-être aussi d'autres manières de le faire. Donc, je vous laisse juste le temps que je finisse de présenter ça. Essayez peut-être de choisir un des points de vue, soit parce que ça a trait à votre activité habituelle ou vos intentions, en tout cas, à cet égard. Donc, mais vous pouvez aussi, bien sûr, décider d'avoir une observation flottante. On va donc projeter dans un instant cette vidéo, vous suggérer, vous inviter à prendre des notes et nous aimerions pouvoir compter sur quelques-unes d'entre vous, bien évidemment pas tout le monde parce que nous sommes trop nombreux, mais quelques-unes d'entre vous pour bien vouloir nous partager très simplement ce que vous aurez noté en regardant cette vidéo. Donc, nous étions ici. Donc, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. J'ose espérer que nos participants qui n'ont pas pu nous partager leurs notes ont néanmoins profité de l'opportunité pour s'y exercer. Et puis, voici donc maintenant un développement qui était déjà un petit peu sous-jacent dans les questions. Je me souviens d'une question de Katia là, dans les Q&A pour parler de différents types de notes. Et c'est Marjorie qui va développer cette question. Je vais peut-être pas trop m'apesantir sur les notes descriptives parce que c'est tout ce qui a été pris finalement par Jocelyn, par Katia et par Joanne. Donc, c'est tout ce qui a été décrit au niveau de l'environnement, au niveau des personnes. Peut-être pas les indicateurs sociaux, en fait, c'est des indicateurs sociaux, donc
tout ce qui repère en fait l'appartenance à une classe sociale ou tout ce qui permet une appartenance culturelle. Donc les événements, les actions, les objets dans l'action, les relations des personnes, les paroles ou les silences, c'est des choses qui ont été notées parce que souvent en fait c'est les premières choses qu'on note, c'est les notes descriptives en fait. Je passerai un peu de temps sur les notes méthodologiques et analytiques et ce sera notre dernière diapo. Après on prendrait vos questions avec Jean. Donc les notes méthodologiques parce que en fait c'est quelque chose qu'on oublie peut-être au niveau méthodologique et exactement la même chose pour les notes analytiques. Donc, toute la partie, quand je parle de méthodologie, c'est toute la partie, par exemple, logistique de l'entrée sur le terrain, en fait. Toute votre préparation méthodologique avant l'entrée sur le terrain, tout ce qui est les réunions, tout ce qui est les discussions, tout ce qui est le recrutement des personnes. L'idée, en fait, c'est de noter, en fait, cette partie méthodologique, comment ça s'est passé, le recrutement, comment ça s'est passé, les autorisations, parce qu'on va voir, en fait, ces notes méthodologiques ont autant de valeur, en fait, finalement, souvent que les notes descriptives. Donc, vous pouvez également, ce que je vous ai marqué, écrire donc, sur votre posture d'observation, donc qui peut, comme on l'a dit tout à l'heure, changer en fonction des événements, en fonction des situations. Avez-vous rencontré, par exemple, des difficultés à prendre des notes? Lesquelles? Pourquoi, selon vous? Ça peut également faire partie des notes méthodologiques. Vous pouvez écrire également sur vos relations avec les personnes de votre terrain. Donc, avez-vous, pour faire un lien un peu avec la thématique du colloque de la RQ, avez-vous un allié, un informateur clé pour faire des liens avec le colloque de la RQ? Qui est-il? Quels sont ses intérêts finalement à cet informateur clé aussi? Quelle est votre relation avec cet informateur clé? Et quelle est la relation de cet informateur clé avec les autres participants, ceux et celles que vous observez? Et tous les autres indices aussi méthodologiques qui sont importants. Donc, quand est-ce que c'est mieux, par exemple, de poser des questions aux personnes? Pourquoi on pose des questions aux personnes? Donc, tout ce qui est entretien spontané, que personnellement, je note dans mon journal de bord. Quelles sont les contraintes de temps, les contraintes d'espace? Est-ce qu'il y a de la fatigue aussi qui rentre en jeu dans vos observations, qui peuvent faire partie des indices méthodologiques et qui rentrent également dans tout ce qui est planification générale. Donc, tout ce qui est vos objectifs d'observation, en fait. Est-ce que le calendrier est respecté? Quand est-ce que vous comptez faire des entretiens? Pourquoi à ce moment-là? Quand est-ce que vous comptez faire des observations? Comment, en fait, ces observations, elles sont rentrées dans votre calendrier? Et jusqu'à, finalement, la sortie du terrain et le retour à la vie universitaire, en fait, le déchirement du terrain qui doit également, selon moi, faire partie des observations. Et je finirai, en fait, sur les notes analytiques pour faire du pouce, en fait, sur ce que Katia disait. Donc, on parle aussi de mémo analytique. Et voilà, c'est souvent, de ce que j'en ai lu, la partie la plus négligée. Et pourtant, c'est une partie, selon moi, qui est prépondérante, puisque c'est à partir de ces notes que se construit l'analyse. Donc, c'est à partir de ces notes analytiques qu'on va commencer à faire du sens, à donner du sens, si ce n'est aux données, puisque, comme le disait Jean tout à l'heure, plutôt que de tenter d'être neutre, dans le cadre d'une observation et d'une ethnographie, en fait, c'est l'idée, en fait, d'embrasser, d'exploiter sa subjectivité, donc de l'instrumentaliser pour s'en servir au niveau de l'analyse. Donc, avec ces notes et ces mémos analytiques, il s'agit finalement de se décentrer, de s'analyser soi-même comme faisant partie des observations, comme prenant part à l'action. Donc, il va s'agir de noter, par exemple, des hypothèses par rapport à vos attentes, vos représentations du milieu. Donc, écrivez les questions finalement que vous pouvez vous poser. Pourquoi vous vous intéressez à ce milieu spécifiquement? Qu'est-ce que vous vous attendez à trouver? Quels sont vos doutes quant à vos observations, vos moments de vulnérabilité, vos difficultés? Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Donc, je vous ai mis un lien vers un article de Ward Baker que je trouve vraiment intéressant dans ce cas, donc des mécompréhensions et des doutes. Donc, c'est How I Learned What a Crock Was, et donc ce qui vous permet en fait de voir que justement on peut exploiter ces incompréhensions et ces malaises d'un point de vue analytique, et ça devient très intéressant. Donc en dehors des hypothèses, donc on a toute cette idée des convergences ou des divergences. Il s'agit de faire des liens, des associations libres souvent. À quoi telle situation, telle observation vous a fait penser, donc de relier les observations entre elles à travers finalement votre ressenti, à travers votre subjectivité. Donc, qu'est-ce que vous avez déjà vu? Qu'est-ce qui revient souvent? Un mot qui est souvent dit par les participants, en fait, qui vous marque. Donc, moi, je sais que récemment, je me suis intéressée à la notion d'entrepreneuriat social
parce que c'était un mot qui revenait souvent et qui je trouvais bizarre en fait dans le cadre d'une association ou dans le cadre d'une école quand on parle d'entrepreneuriat social. Je trouvais que c'était un terme, un oxymore. Et finalement, c'est quelque chose donc, qui m'a guidée, qui m'a amenée vers une analyse que je suis en train de mener au sujet des questionnements sur l'entrepreneuriat social, parce que c'est finalement donc de ces confrontations que vont émerger vos thèmes et vos catégories analytiques. Donc, et quand je parle rapidement des facteurs sociaux qui peuvent expliquer certaines conduites, donc c'est un peu en lien avec les contraintes des participants dans l'environnement. C'est quoi leurs croyances, c'est quoi leurs sentiments, c'est quoi leurs actions. Donc, moi personnellement, dans le cadre de mes observations dans les écoles de rue, donc j'ai cru longtemps que les élèves décrochaient du secondaire ou du secteur adulte parce ils vivaient des problématiques familiales très lourdes, très difficiles, ce qui est le cas notamment dans les écoles de rue où les élèves sont aussi donc, souvent itinérants ou font partie de gangs de rue où il y a beaucoup de toxicomanie qui rentre en compte. Et au fur et à mesure en fait, de mes observations, je me suis rendu compte que l'école, donc la forme scolaire classique, avait un rôle prépondérant à jouer dans le décrochage de ces élèves. Donc au-delà en fait, des difficultés familiales qu'ils pouvaient vivre. Donc c'est encore une fois un débouché analytique qui est parti en fait d'un ressenti grâce à mes notes d'analyse, mes mémos. Donc ensuite, écrire ce que je vous ai mis, donc vos sentiments, vos émotions, c'est l'idée d'être à l'écoute de vous-même dans l'action, d'être à l'écoute de vos sentiments. Comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est les réactions émotionnelles, vos réactions émotionnelles à finalement une situation sont du matériel analytique qui est précieux pour l'analyse en fait et pour qui vous conduit, qui peuvent vous guider dans l'analyse. Et alors que dans des méthodes traditionnelles, on a tendance à mettre de côté peut-être cette subjectivité, je trouve que justement cette subjectivité fait partie du matériel riche de l'ethnographie. Donc l'idée, pour finir un peu là-dessus, c'est d'accepter finalement ce joyeux bazar pour commencer à faire l'analyse. En même temps, parce que l'ethnographie, c'est un processus itératif, ça n'a pas la même temporalité que les autres modalités, les autres modalités méthodologiques où on apprend qu'il y a d'abord la collecte, l'analyse et les résultats. En fait, dans l'ethnographie, finalement, dans l'enquête de terrain, ce qu'on voit, c'est que tout ça se mélange dans ce joyeux bazar analytique et que l'analyse, elle se fait de manière finalement relativement itérative dans le cadre de l'ethnographie. Donc, je finirai là-dessus. Oui, parfait. Alors, juste, ce que tu viens de dire, ça permet aussi peut-être de répondre, ou en tout cas d'apporter un élément de réflexion à une remarque qui a été faite dans la discussion à propos de l'utilisation de la vidéo. En lisant cette question, que je trouve tout à fait pertinente, je me disais, mais quelle différence ça fait entre regarder une vidéo ensuite et puis prendre des notes. Je pense que tout l'aspect justement émotionnel, sentiment, n'est plus tout à fait le même quand c'est en différé, même si on a préalablement vécu les choses, ce qui n'était pas le cas là, dans le petit exemple évidemment qu'on a partagé. Mais il y a peut-être cette dimension-là sur laquelle il faut s'interroger. Si ça n'est pas, on pourrait dire, l'objet de la recherche et de la prise de notes, évidemment ça a moins d'importance, mais on peut penser à ça. On peut penser aussi au fait que poser une caméra quelque part, c'est adopter d'ores et déjà un point de vue, puis là qui est un point de vue fixe, alors que souvent, quand on est dans une situation, alors elles sont nombreuses, elles peuvent être très variées, mais on est capable soi-même aussi de se déplacer, on interfère, on interagit avec les personnes, donc ça peut avoir aussi une incidence sur le type de notes que l'on va prendre. On vous a proposé au départ de vous exprimer pour nous partager aussi votre pourquoi on écrit. Dans les questions-réponses, il y a des choses, je trouve, extrêmement intéressantes. J'avais quand même le goût de finir, mais elles ne sont pas trop nombreuses, en les lisant. Comme par exemple Chantal qui nous dit, pendant la recherche, j'écris pour alimenter mon regard. Vous voyez l'intérêt aussi d'attacher de l'importance au choix des mots, alimenter mon regard et réfléchir sur ma perspective, entre autres choses. Jocelyn, on écrit pour documenter, pour garder des traces, pour se souvenir, pour partager d'un point de vue fixe à un ensemble de personnes qui reçoivent la même information. Donc la question aussi de la diffusion des choses et du partage des perceptions. Johan, je trouve que l'écriture installe une distance avec l'action, la situation que l'on décrit, et ce faisant, permet un regard neuf, comme sur un objet étranger. La compréhension, comme la réflexion en sont facilitées.
Jocelyn ajoutait, pour prendre une photo, en mettant le mot entre guillemets, d'où on en est dans notre réflexion à un point dans le temps. Katia ajoute, j'écris pour me comprendre, j'écris pour me rappeler, j'écris parce que je suis au doctorat, non, avec tous les encouragements, et j'écris pour schématiser et pour organiser ma pensée. Et Katia suggère aussi, donc elle parlait des différents types de notes, et suggère aussi d'utiliser le dessin pour se souvenir par exemple des configurations spatiales. C'est tout à fait intéressant aussi. On peut ajouter en effet d'autres, on pourrait dire d'autres médias à la prise de notes. Marie-Ève qui nous dit c'est très intéressant le type de notes, j'expérimente depuis quelques années entre les supports papier versus numérique. Je suis actuellement dans un hybride avec les notes manuscriptes sur une tablette électronique. Les notes dactylo semblent me distraire, mise en page, niveau de détail, et je me sens plus alerte par la prise de notes manuscriptes. Donc c'est une bonne suggestion très appropriée à notre époque technologique. Et puis donc on finissait avec les questions qu'on n'a pas répondu, mais en tout cas qu'on a évoquées sur la vidéo. Mais je vois aussi que c'est ajouté. D'autres questions, ouais. Il y a d'autres questions auxquelles on peut répondre. Là, je vois, Oui. il y a Katia qui pose la question de la phénoménologie, quel lien dans l'ethnographie. C'est très intéressant et souvent, quand on parle de phénoménologie en ethnographie, on parle souvent d'une observation participante complète par conversion. Donc, c'est cette idée, Katia, que je donnais tout à l'heure, là, des personnes qui devaient vivre intégralement, en fait, les situations et s'immerger complètement dans les situations pour pouvoir en rendre compte, en fait. Donc, c'est souvent, quand on parle de phénoménologie, c'est vraiment observation complète par conversion. Donc, c'est cette idée de l'ethnographe qui est devenu gourou pour pouvoir comprendre, en fait, c'était quoi le phénomène et les relations d'un gourou avec ses fidèles. On est un peu dans ces perspectives phénoménologiques-là. Et il y a Umaima qui posait la question, donc, à part les participants, est-ce que le journal de bord est un outil strictement personnel où les membres du jury de la recherche peuvent y avoir accès aussi? Sinon, cela ne va-t-il pas influencer le contenu des notes? Ou s'il faut-il expliquer dans le texte de la recherche comment on a regroupé nos notes? Pour la deuxième partie, oui, comment on a regroupé nos notes. Moi, j'en parlerai dans la partie méthodologique ou analytique, en fait, les liens qu'on fait. Et pour répondre à cette première partie, et tu me diras ce que tu en penses, Jean, mais moi, ça m'a beaucoup servi au niveau de mon doctorat et même au niveau de mes post-docs. En fait, je me sers souvent de mon journal de bord pour les rencontres avec mes superviseurs ou avec mes directeurs de thèse. En fait, c'était la base, le journal de bord, finalement, servait de base à nos rencontres. Donc, la partie analytique, je la construisais seule, mais je la construisais aussi dans ces rencontres-là avec mon directeur et ma co-directrice, donc autour de certaines observations. Et ça c'était intéressant parce qu'il fournissait un autre regard et une autre analyse qui se combinait à la mienne au niveau des observations. Et d'où l'idée, finalement, de pas trop sacraliser, de partir de notes. Ça permet aussi de désacraliser les notes, de les montrer, en fait, d'accepter de montrer des brouillons pour pouvoir, en fait, réfléchir à plusieurs autour de ces brouillons. Donc, je ne sais pas si toi, tu as une expérience de ça, Jean. Non, tu as tout à fait raison de dire, mais c'est vrai que ça pose la question quand même de savoir, quand on écrit, il y a un destinataire. Si le Ouais. destinataire unique, c'est soi-même, peut-être que, et sans doute, il y a des choses qui ne seront pas exprimées de la même manière que si on pense qu'il y a un destinataire qui serait, alors, Ouais. en soit d'amis critiques ou de superviseurs, c'est pas tout à fait c'est pas tout à Ouais. fait la même valeur. Donc on n'y mettra pas les mêmes choses, peut-être pas avec le même degré de liberté. Et c'est là peut-être qu'intervient la transcription, pourrait dire la maturation qu'on inflige à ces premières notes prises pour les amener à un deuxième état dans lequel elles sont plus faciles à partager, par exemple, parce que là on sait à qui elles sont destinées. Donc ça peut jouer aussi un rôle. Et puis je vois Moi, j'ai appris à me mettre à nu par rapport à ça. Moi, je montrais mes brouillons. C'était vraiment, j'ai appris clairement à me mettre à nu dans l'exercice doctoral, quoi. Ouais. Et puis, Jocelyn, peut-être une dernière remarque, dit dans vos notes plus exhaustives de terrain, descriptives ou retranscrites complètes, quelle place pour l'écriture moins terre-à-terre, plus créative, ah oui, vive la créativité, imagée, colorée, figure de style, allégorie, doit-on chercher à demeurer dans un style d'écriture strictement efficace? Alors là, je réponds clairement non.
pour ma part. C'est-à-dire que effectivement, en tout cas, dans ma propre écriture de journal comme ça, je n'hésite pas, parce que pour moi c'est beaucoup plus parlant à la relecture, je n'hésite pas à utiliser, on pourrait dire, toute image y compris allégorique. Il y a peut-être moi à qui ça parle, mais c'est pas grave, qui me permettra à la relecture de ressaisir une atmosphère, une sensation du moment. Ouais, alors ça, en tout cas, voilà comment j'y répondrai. Ça n'est pas un écrit qui doit avoir d'entrée de jeu un caractère, comment dire, oui, d'écriture efficace ou normée. Je pense que là, il faut au contraire, c'est on pourrait dire, c'est la part créative vraiment du travail de chercheur qui peut se laisser libre cours à ce moment-là. Non, et moi, au-delà de même moi, ce que je dessine, je garde tout ce que les élèves dessinent, tout ce que je trouve moi, dans mon journal de bord. C'est une vraie poubelle, mon journal de bord. J'en ai pas un sous la main, j'aurais bien aimé vous le montrer là, mais je collecte tout. Donc, à la fois tout ce que je mets moi-même, en fait, et à la fois tout ce que les autres peuvent me mettre, les dessins ou ce que les élèves dessinent ou schématisent. Ça fait partie de mon journal de bord. Je ramasse et je le mets dedans. Donc, c'est tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec Jean sur cet aspect qui ne doit pas juste se restreindre du moins à l'écriture. Voilà, alors je vois l'heure qui tourne. Vous trouverez donc dans le diaporama aussi la bibliographie à laquelle on a pensé. Elle est provisoire et incomplète, mais ça donne déjà quelques pistes de lecture que vous approfondirez. Et puis, je crois que, en tout cas, moi, j'ai eu grand plaisir à partager ce moment avec vous et à vous sentir réactif à notre proposition. Donc, on reste à votre disposition pour des discussions ultérieures. C'est facile de trouver nos coordonnées sur nos sites. Pour ma part, je voulais juste signaler, j'ai un petit blog là sur lequel je mets de temps en temps des informations sur les choses les activités, on pourrait dire, auxquelles je suis mêlé par mon travail. Précis, c'est Jean qui a fait le PowerPoint, la décoration, tout ce qui est formel. C'est très beau. Le cadre universitaire dans lequel nous sommes n'exclut donc pas la poésie. Merci à vous deux, Marjorie et Jean, pour cette riche présentation. Ça clôt notre cycle de webinaires sur l'ethnographie. C'était le troisième. Et je vous remercie sincèrement. Il y a eu aussi des remerciements là, dans les QER. Donc, je me fais le porte-parole des participants. Et puis, n'hésitez pas, vous avez déjà reçu le formulaire pour compléter votre appréciation à la fois de la programmation des webinaires d'automne et votre appréciation de ce webinaire-ci en particulier. Donc, vous l'avez reçu avec le lien hier matin. Et qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Qu'il reste un quatrième webinaire, mais qui n'est pas dans le cycle de l'ethnographie, quoique pas si loin, qui porte sur la pratique d'un logiciel d'analyse qualitative et qui est réservé aux membres. Un webinaire à petit nombre. Il reste quelques places. Donc, si vous souhaitez y participer, vous pouvez devenir membre si vous ne l'êtes pas déjà et vous inscrire à ce webinaire. Donc, voilà, je vous remercie beaucoup de votre participation. Ça nous a fait vraiment plaisir de vous accueillir dans cet espace virtuel, mais non riche en interaction. Alors, je vous remercie encore Marjorie et Jean, puis au plaisir de vous revoir dans une autre volet des activités. Alors, au plaisir. Merci beaucoup. Merci Annie pour l'accueil, merci à Pierre pour la technique. Marjorie, à bientôt. Pour les questions. Bye.